Bien, comme vous le savez, dans le wiki, on s'intéresse à une approche scientifique de l'être humain et aussi, bien sûr, une approche la plus complète possible. Donc on a déjà regardé la physique quantique, on a regardé ce qu'on pouvait faire pour essayer de comprendre la nature. Il se trouve qu'il y a une approche qui est aujourd'hui privilégiée en science, c'est la notion d'information. C'est-à-dire que il semblerait que, bien sûr, nous sommes amenés à boire et à manger pour pouvoir survivre. Et on est en train de se rendre compte que peut-être que derrière la boisson, derrière la nourriture, se cache quelque chose de plus fondamental. En fait, on se nourrirait d'informations. On le sait aussi par l'évolution de la société. Jusqu'au début du XXe siècle, l'information jouait un rôle assez peu important par rapport à la matière, et aujourd'hui, au XXIe siècle, on voit bien que l'information est partout. Donc, on va, dans cette série de vidéos, se préoccuper du lien qui existe entre la matière, bien sûr, la lumière, mais aussi cette chose qui est de consommation courante aujourd'hui, en plus de la lumière et de la matière, qui est l'information. Alors, pour bien comprendre ce lien, il faut qu'on retourne à une science du XIXe siècle, qui est la thermodynamique. Pourquoi ? Bien parce que la thermodynamique a introduit des concepts qui ont bouleversé la société, ce qui a donné naissance, par exemple, à ce qu'on appelle la société industrielle. Et on est en train de se rendre compte que ces concepts thermodynamiques sont en fait très généraux et vont avoir des répercussions dans la compréhension qu'on a de la nature. Alors, cette science de la thermodynamique, on peut la résumer à deux notions qui jouent un rôle clé en thermodynamique. D'une part, la notion d'énergie, et d'autre part, la notion d'entropie. Ce sont deux notions qui sont aussi importante l'une que l'autre, mais je pense que la plupart des gens, si on leur parle d'énergie, eh bien, ils voient à peu près de quoi on parle. C'est-à-dire, ce mot énergie se retrouve un peu partout. On le retrouve bien sûr dans la société matérielle, mais on le trouve aussi, par exemple, en médecine. Il y a des gens qui parlent de médecine énergétique. On le retrouve dès qu'on a quelque chose qui semble pouvoir être fait. On dit « ah oui, il faut de l'énergie ». Par opposition, le mot entropie est beaucoup moins connu. Et ce qu'on va voir en fait, c'est entre l'énergie et l'entropie, ce qui est vraiment pas connu, c'est l'énergie en fait. L'entropie est beaucoup plus facile à connaître que l'énergie. Ça, c'est quelque chose qui avait été développé par un mathématicien dont on a déjà parlé, qui s'appelait Henri Poincaré. Il avait compris que le principe de conservation de l'énergie, qui a émergé au milieu du XIXe siècle, était en fait un principe très vague. Vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Alors que le principe d'évolution, d'augmentation de l'entropie, lui, est un principe qui est général et qui permet d'expliquer pourquoi les choses se produisent. Si vous n'avez que de l'énergie, il est impossible de savoir ce que va devenir un système. Si par contre vous avez une connaissance de son entropie, alors vous saurez qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. On sait que tout système va toujours évoluer vers toujours plus d'entropie. Alors, on va regarder ça de façon tout d'abord élémentaire. La première chose qu'on a, une notion qui ne pose pas de problème, elle est évidente, c'est la notion de volume. Vous avez ici une bouteille, elle est vide. On va dire qu'elle a un volume. Pourquoi ? Bien parce qu'on peut l'inscrire dans un espace à 3 dimensions et que si je multiplie les 3 dimensions entre elles, j'obtiens ce qu'on appelle une longueur au cube, un volume. Au XVIIIe siècle, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelle une variable conjuguée au volume, qui était la pression.
C'est-à-dire que, ça veut dire quoi variable conjuguée? Ça veut dire que si je prends la pression et que je multiplie par le volume, j'obtiens cette grandeur qu'on appelle l'énergie. Pression fois volume. La pression, c'est une force par unité de surface. Le volume, c'est une longueur au cube. À vous multiplier, vous obtenez le produit d'une masse par carré d'une vitesse. C'est bien une énergie. Donc, on voit bien la relation qui existe entre le fait d'imprimer une pression sur un certain volume. On a ce qu'on appelle de l'énergie mécanique qui apparaît. Alors, cette énergie mécanique, comme nous l'apprend la physique, et ça a été une des premières choses qui a été dégagée au milieu du 19e siècle, c'est qu'en fait, cette énergie, cette quantité de masse que multiplie le carré d'une vitesse, on peut l'exprimer sous un tas de façons. C'est-à-dire qu'on peut l'exprimer par exemple par le soleil qui brille, par une feuille qui fabrique de la chlorophylle, qui fabrique du sucre via la chlorophylle, par l'essence qu'on met dans la voiture pour rouler, par le fait qu'il y a des moteurs qui permettent de faire tourner des roues, qu'il y a aussi des piles qui permettent de faire de l'électricité. Derrière tous ces phénomènes très variés se cache la variable énergie. On dit qu'on a de l'énergie pour faire quelque chose, et de fait, quand vous avez de l'énergie, vous pouvez faire bouger la matière. Si vous n'avez pas d'énergie, ça va être difficile de la faire bouger. Ok, donc ce concept, par contre, on le voit, il est quand même très abstrait, parce que si on sait parler de l'énergie dans un cas très précis, parler de l'énergie en général est très difficile. Parce que l'énergie, c'est en fait, bien sûr, ces formes-là qu'on connaît, mais on pourrait imaginer aussi d'autres formes, qui ne sont pas là, et qui seront découvertes dans 200 ou 300 ans. On ne sait pas. Donc c'est quand même un concept assez flou, et on s'est très vite rendu compte qu'à côté de la pression et du volume, qui étaient deux variables conjuguées de la thermodynamique, il existait une autre façon de mesurer l'énergie, c'est ce qu'on appelle le thermomètre. C'est-à-dire qu'il y avait cette notion de température. Alors au début, on a eu beaucoup de mal à dégager la différence entre une température et une chaleur, parce qu'évidemment, quand on monte la température, il fait chaud. Mais c'est pas la même chose. La température mesure un degré d'agitation, alors que la chaleur est une quantité qui peut être assimilée à de l'énergie. Donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes choses. Alors, ce qu'on a très vite compris, c'est que quand on a un objet, quand on a découvert que la matière était constituée d'atomes, on a supposé, on s'est très vite aperçu que la température mesurait en fait la vitesse moyenne des objets. Par exemple, si je prends cette molécule d'eau, elle va se déplacer à l'état vapeur avec une certaine vitesse, et bien cette vitesse, plus elle est élevée, plus la température est élevée. Plus je chauffe, plus j'augmente la température, plus la vitesse augmente. Plus je baisse la température, plus la vitesse diminue. Donc ça, on l'a très vite compris, et ce qui fait qu'on a eu tout de suite une troisième variable à côté du volume, du pression et de la température. On a eu une troisième variable pour décrire la matière qui était la température, parce que vous savez tout ce qui se passe quand vous chauffez. Si vous prenez une casserole d'eau, si vous la mettez en dessous de 0 degré, vous avez de la glace. Ensuite, au-dessus de 0 degré, cette glace fond, on chauffe, la glace fond, et ensuite, quand on va jusqu'à 100 degrés Celsius, l'eau liquide va disparaître pour donner de la vapeur d'eau. Donc on voit que la température va permettre de transformer la matière, et on s'est tout de suite posé la question, quelle était la variable conjuguée de la température? Et ça c'est la contribution d'un physicien qui s'appelait Rudolf Clausius, au milieu du 19e siècle, qui s'est dit, tout comme la pression est la variable conjuguée du volume via l'énergie, on doit définir une nouvelle fonction qui va jouer le rôle de la pression, mais pour les vitesses, parce que la pression, c'est pour les positions, en fait. Donc on va dire pour les vitesses qui sont en fonction de la température, on aura une autre variable, et il a décidé d'appeler cette variable entropie. Alors pour ça, il s'est calqué sur la définition de l'énergie. Pour ceux qui ont fait du grec, énergie, ça veut dire ergos, c'est je travaille, et en, c'est je suis en train de travailler. Autrement dit, quand vous avez de l'énergie, vous pouvez travailler.
Là, il a forgé, il a gardé la même racine n en train de faire quelque chose, et il a rajouté le mot tropos, qui est un mot grec qui signifie en révolution. C'est-à-dire qu'on fait un tour complet. Et ça, c'était effectivement assez en accord avec ce qu'on appelle les moteurs, où quand vous faites un moteur, vous avez un cycle, ce qu'on appelle, et vous faites une révolution, et à chaque cycle, vous pouvez avancer, faire du mouvement. Et c'est là où c'est assez intéressant, c'est que tropos, en grec, ça veut aussi dire en évolution. C'est-à-dire, c'est ce qui va aussi dire que vous allez ne pas rester dans l'état où vous êtes, vous allez évoluer, votre configuration matérielle va évoluer, d'où l'intérêt de forger ce mot entropie. Voilà, donc, à ce niveau, la définition d'entropie est assez claire. Si vous admettez qu'il existe de l'énergie, ok, à ce moment-là, pression et volume sont conjugués, ça c'est une propriété spatiale, qu'on va lui associer donc une propriété intensive qu'on appelle la pression. Ça c'est une propriété de vitesse, la température, on va lui associer une propriété extensive qui est ce qu'on appelle l'entropie, c'est juste une définition. Si vous voulez, l'entropie, lorsque je la multiplie par la température, ben je trouve aussi de l'énergie. C'est une autre façon d'exprimer l'énergie, d'où l'unité de cette nouvelle variable qui sera le joule par Kelvin, qui est l'unité à laquelle on mesure les températures. Voilà, alors, on va très vite s'apercevoir qu'il y a deux grands principes dans cette thermodynamique. Le premier principe qui est là, qui stipule que l'énergie totale d'un système, quand vous sommez toutes les contributions énergétiques de l'énergie sous toutes ses formes, ben vous trouvez toujours le même chiffre. Ce chiffre ne peut pas changer. On appelle ça le premier principe. Pourquoi le premier? Parce que c'est celui qui a été historiquement découvert en premier. Donc on l'a appelé le premier. Mais il y a aussi ce qu'on appelle un second principe, parce que, évidemment, l'entropie, comme c'est la variable conjuguée de la température, elle a à voir avec la chaleur. Le fait qu'on va chauffer, qu'il y a cette entité qu'on appelle la chaleur, et on le voit ici, on a ce qu'on appelle le second principe, parce qu'il a été découvert en second, historiquement parlant. Ce second principe dit qu'on peut toujours décomposer toute variation d'entropie en un terme qu'on appelle irréversible, c'est-à-dire que l'entropie, ce terme-là ne peut qu'augmenter, il est toujours positif ou nul, il ne peut jamais être négatif. Et puis un autre terme qui est ce qu'on appelle l'entropie de transfert, l'entropie de transfert avec l'environnement, qui lui peut être positif ou négatif, suivant que le système émet de la chaleur ou en absorbe. Quand le système dégage de la chaleur, on dit qu'il y a une variation d'entropie positive. Quand le système absorbe de la chaleur, on dit que la variation d'entropie est négative. Et ce que nous dit le second principe de la thermodynamique, c'est que la somme de ces deux contributions ne peut jamais diminuer. Voilà, alors c'est un principe qui est intéressant, pourquoi? Bien parce qu'il donne du sens. C'est-à-dire que quand vous avez un système matériel qui doit évoluer, si vous prenez le premier principe, vous ne savez rien ce qui va se passer, parce que l'énergie, elle est la même avant et après. Donc il ne s'est rien passé, en fait. Si par contre vous prenez le second principe, vous savez que si vous changez la disposition matérielle, eh bien, vous allez toujours aller vers une entropie qui ne peut qu'augmenter. Et donc, si vous avez plusieurs choix de configuration de matière et de vitesse, position et de vitesse, vous choisirez toujours la configuration qui a augmenté l'entropie du système, et jamais celle qui l'a diminué. C'est le second principe. Voilà, donc, à ce niveau-là, on est avec ce qu'on appelle des définitions opérationnelles de ces concepts. Ces définitions opérationnelles, il se trouve que pour le volume, c'est assez simple. On voit tout de suite de quoi on parle, de même pour la pression, parce qu'on a tous expérimenté la pression, ne serait-ce que parce que vous avez une colonne de gaz sur vos épaules, et que vous savez très bien que quand on fait le vide dans un volume, on voit que l'atmosphère exerce une pression sur tous les objets. Nous sommes sous une pression d'une atmosphère. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement simple à comprendre. Par contre, cette variable conjuguée de la température qu'on appelle l'entropie, elle est restée très mystérieuse. C'est-à-dire, quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est que l'entropie, souvent il va avoir beaucoup de mal. Autant il pourra définir facilement la température en disant la température mesure le degré d'agitation des molécules.
leur vitesse, plus exactement leur vitesse quadratique moyenne. Mais l'entropie, bon, alors là, les gens vont se gratter comme ça, mais ouais, bon, c'est du désordre. C'est-à-dire qu'on va vers des systèmes, ils vont dire qu'il est toujours plus désordonné. Mais si on y réfléchit bien, la notion de désordre n'est pas une notion très précise. Comment on peut mesurer un désordre? C'est pas très facile. La meilleure preuve qu'on puisse en donner, c'est que si je prends par exemple quelqu'un qui a son bureau complètement en désordre et que je lui demande de trouver un document, il peut me le sortir tout de suite. Si par contre la femme de ménage range son bureau et que le bureau devient ordonné et que je lui demande de me retrouver le même document, il va pouvoir y passer des heures parce qu'il ne sait plus où il est. Donc la notion d'ordre et de désordre, c'est quelque chose qui est très subjectif et normalement on ne devrait pas utiliser ce genre de vocabulaire en sciences. Donc cette notion d'entropie, comme on va le voir, en fait, elle est une définition très précise et on peut exactement dire ce qu'il y a derrière l'entropie, tout comme on peut dire ce qu'il y a derrière la pression. Simplement, pour des raisons historiques, ça a été très confus et même aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont du mal à conceptualiser cette variable, ce qui est dommage parce que, comme on va le voir, c'est bien le principe, la variable entropie qui est derrière toute évolution de matière et donc derrière ce qu'on appelle la vie. La vie est un phénomène qui utilise l'entropie et il vaut mieux donc, si vous voulez vous intéresser au système vivant, que vous sachiez de quoi on parle et non pas en termes subjectifs comme ordre, désordre, mais en termes objectifs, que mesure l'entropie et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce concept. C'est ce qu'on va voir donc dans les vidéos qui suivent.